Alors ici, il signale que nous sommes en direct. Vérification d'usage quand même. Ah oui, je nous vois. Super, donc je vais essayer de partager. Bon, ça marche les amis. Je vois pas. La technique a parfois des bonnes choses. Donc, nous sommes ici pour parler de Lawrence Ferlinghetti et de Little Boy, son nouveau et dernier roman. Alors Jérémy sait très bien que je n'aime pas l'expression dernier roman lorsqu'il s'agit d'un auteur vivant, mais là il s'agit vraiment du dernier roman. Et nous en parlerons avec ceux qui ont été les plus proches de Lawrence, dont Mauro et Marianne. Et donc merci déjà à vous. Marianne Costa de Paris aujourd'hui et Mauro Aprilezanetti de San Francisco. Donc Mauro nous parlera français comme ce sera possible, parce que c'est une de ses langues préférées et habituelles, mais il est plus habitué encore à l'anglais et à l'italien. Donc s'il y a besoin, nous parlerons aussi ces autres langues qui sont magnifiques et qui étaient aussi celles de Lawrence, évidemment. Et Jérémy nous parlera essentiellement français. Voilà, déjà on voit, comme ça on peut montrer, il y a déjà des spectatrices qui nous disent coucou. Coucou Morgane et Man. Et donc je voulais commencer par montrer, on va commencer par Lawrence et par une lecture de Lawrence. Et il s'agit ici du début de Poésie, Art de l'insurrection, en version française, Poetry as Insurgent Art. Subcomandante Marcos. And the book begins, this is a prose book, Poetry as Insurgent Art. I am signaling you through the flames. The North Pole is not where it used to be. Manifest destiny is no longer manifest. Civilization self-destructs. The goddess Nemesis is knocking at the door. What are poets for in such an age? What is the use of poetry? If you would be a poet, create works capable of answering the challenge of apocalyptic times, even if this means sounding apocalyptic. You have to decide if bird cries are cries of ecstasy or cries of despair, by which you will know if you are a tragic or lyric poet. Conceive of love beyond sex. Be subversive, constantly questioning reality and the status quo. Strive to change the world in such a way that there's no further need to be a dissident. Read between the lives, write between the lines. Voilà, c'était un petit extrait. Et je vois que quand il le lisait, il fait un peu comme nous faisions encore dans les lectures. C'est qu'on commence par le début et puis on picore par les différents instants et moments de ce livre. Il reste un vrai petit livre rouge et qui est sorti en 2012 en français et qui continue d'être demandé, lu, relu, et que nous portons à chaque fois lors de nos lectures. Alors, Marianne, Ouais. à toi, d'abord par évoquer un petit peu ce que tu... dis-nous un peu le Lawrence que toi, tu as connu et tu as vécu, pour nous partager un petit peu de cette personne et de ce personnage. C'est marrant parce que je suis très touchée qu'il y ait ce petit extrait de Poésie Art de l'insurrection, parce que il y avait des formules. Laurence, quelqu'un qui avait des formules marottes, comme le fou parle à sa tête, non? Il y a une part de la poésie qui est répétitive et obsessive comme ça. Et cette histoire des cris, de décider si les cris des oiseaux sont des cris d'extase ou de désespoir, et que par ce déchiffrement du langage des oiseaux, le poète s'auto-définit
ou non comme poète lyrique, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est comme ça que se termine Little Boy aussi. Et à chaque fois, je suis très touchée de le revoir, de le réentendre, parce que c'était quelqu'un qui avait facilement l'air de rien, Lawrence. Moi, j'étais de cette génération de Français qui, en fait, ne l'avait pas lu parce qu'il avait été très peu publié jusqu'à ce que Maelstrom s'en charge. Il était beaucoup plus célèbre en Italie. Et je l'ai découvert à l'initiative d'un éditeur italien que tu as bien connu, David, qui s'appelait Antonio Bertoli, qui avait décidé de créer une succursale de la librairie City Lights en Italie. Donc l'année 98, il avait invité Lawrence et puis toute une série de ses amis et compagnons, Poet Beach, je crois qu'il y avait déjà Anne Waldman qui était là, Ed Sanders, enfin. Et moi, j'ai débarqué là-dedans avec ma culture qui incluait René Char, Saint John Perse, Mallarmé, Paul Valéry. Et aussi une culture personnelle en tant qu'artiste performeuse, actrice, etc., en compagnie d'Alexandre Jodorowsky, qui était mon compagnon à l'époque. Et je me suis retrouvée dans cette cave minuscule, paumée dans un coin du centre de la ville de Florence. Et j'ai vu cet homme se déplier comme ça. Il avait déjà 80 ans, pas loin à l'époque. Et cette cadence qu'on a entendue dans sa façon de déclamer et la manière dont tous les autres poètes qui étaient là se rassemblaient d'une certaine façon autour de lui. C'est tous des grandes voix de la Beat Generation, mais il avait vraiment ce statut d'aîné dont il ne tirait aucune... Bon, il était l'éditeur de beaucoup d'entre eux, dont il ne tirait aucune vanité. Pour moi, il y a quelque chose rétrospectivement de très fort chez cet homme qui avait vendu des centaines de milliers d'exemplaires de sa poésie et qui prenait ce rôle très au sérieux, presque comme très au sérieux en rigolant, parce que c'était pas quelqu'un qui prenait quoi que ce soit au sérieux, sérieusement. Mais bon, voilà, il y a toute une vie consacrée à écrire de la poésie et avec Poésière de l'insurrection aussi non pas à définir, mais à provoquer ce que la poésie peut être, pourquoi elle est, qu'est-ce que c'est sa raison d'être, etc. Et dans Little Boy, on le verra tout à l'heure, il y a dans cette espèce d'autobiographie, c'est d'une certaine manière une autobiographie d'un lambeau de ce qu'est la poésie du XXe siècle, en fait, parce que il avait lui-même cette dimension d'être l'incarnation de quelque chose. Il était arrivé dans son domaine à un statut complètement iconique et en même temps quelqu'un d'extraordinairement peu imbu de lui-même. Ce qui est assez rare, en fait, que ce soit dans le milieu littéraire, dans le milieu des gens qui montent sur scène, les gens se confondent assez aisément avec leurs personnages. Ça arrive vraiment même aux meilleurs d'entre eux. Et c'était quelqu'un qui était, dont je me souviens comme des temps surtout occupé de déguster les délices de la vie. Et je pense que sa poésie est très nourrie de ça, en fait. Après, évidemment, Mauro sera beaucoup plus qualifié que moi pour faire une lecture plus, disons, plus théorique de sa poésie. Mais moi, implicitement, intuitivement, en tant que traductrice, en tant qu'écrivain, en tant que poète, ce que je sens, c'est qu'à l'intérieur de cette jubilation parfois un peu cynique ou crépusculaire ou désespérée ou parfois même politisée, on en parlera aussi, dans cette capacité de s'étonner, de s'extasier tout autant que de se désespérer, parce que je pense que pour lui, les cris des oiseaux étaient à la fois des cris d'extase et des cris de désespoir, en fait. Il nous a tendu un piège, là, avec cette formule. Dans cette façon de se renouveler constamment et de mettre constamment, d'une certaine manière, son personnage de côté pour se laisser compénétrer par un paysage vu d'un hublot d'avion. Je me rappelle de lui en avion parce qu'après on est parti en tournée. Antonio Bertoli a monté toute une tournée qu'il avait appelée d'un jeu de mots Pullman My Daisy. Donc avec tout ce troupeau, c'est comme ça que je me suis mise à écrire de la poésie. J'étais tellement inspirée par tous ces gens-là. Et Lawrence regardait par le hublot de la fenêtre de l'avion. Il avait regardé des milliers de fois par un hublot de fenêtre d'avion. Et d'un seul coup, il se mettait à écrire comme ça dans son cahier. Quand il écrivait, on aurait dit un écrivain qui mettait, un musicien qui dessinait des notes sur une portée. Il avait une espèce d'écriture très calligraphique comme ça, très belle. Et il y avait vraiment ce lien, cette espèce de discipline de la joie d'être qui suscitait de la poésie de sa part comme ça d'une façon constante. Et je pense que son engagement auprès des
auprès des malheureux, des opprimés, des populations méprisées. Aussi, enfin, avec la publication d'Allen Ginsberg, etc. Aujourd'hui, c'est facile de parler de diversité, mais je veux dire, d'avoir publié Howl de Ginsberg à l'époque et de l'avoir soutenu, c'était quand même, c'était assez fort dans l'Amérique de l'époque. Et c'était cette même sensibilité, en fait, à la beauté constante, au renouvellement constant du réel. Voilà, je peux pas dire je veux pas occuper trop le crachoir, mais pour moi, c'est vraiment ce qui me touche le plus chez lui. Et rétrospectivement, ce qui me touche le plus, c'est-à-dire que quand je pense à lui rétrospectivement, je repense à lui, j'allais le voir à San Francisco pour retravailler les traductions des poèmes. Et il sortait dans la rue, on venait de donner son nom à une place. Alors, il avait sa casquette de baseball à l'envers, comme ça. Il me dit, ils ont donné mon nom à une place, comme si c'était une bonne blague, quoi. Et c'est très, très rare dans le milieu littéraire et dans le monde de la poésie, des gens qui sont à la fois aussi profondément, vitalement impliqués dans ce qu'ils font. Il n'y avait pas une once de fausseté chez cet homme. De temps en temps, il piquait des trucs à d'autres gens, il piquait des citations. Voilà, il se nourrissait comme on se nourrit. Mais il n'y avait rien de faux chez lui, il n'y avait rien d'identifié au personnage. Et par rapport à ce niveau de notoriété, c'est extraordinaire. Et par rapport à la notoriété qu'il a, moi je me rappelle, je débarquais à San Francisco dans les années 90-2000. Je disais, oui, je suis la traductrice française de Ferlinghetti. Ferlinghetti, tu as été comme ça, tu vois. C'est comme si j'avais été, je sais pas, la traductrice de Mick Jagger, quoi. C'était. Et je dirais presque cette innocence dans un sens rimbaldien, on pourrait dire, cette capacité d'être un voyant sans cesse. C'est vraiment quelque chose qui me bouleversait chez lui. Mauro, tu as été les 6 dernières années, je pense, c'est ça, 6 ou 7 dernières années, son assistant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette connexion entre vous et puis de ce qu'il était pour toi? Oui, merci. Ce que Marianne vient de dire est déjà d'une très grande inspiration pour moi. Il y avait beaucoup de choses auxquelles je voudrais mes collègues. Mais j'ai rencontré Lawrence par hasard en janvier 2013 à Long Beach, et il y a eu quelque chose qui est parti comme ça, une sparkle, une scintille. Je dois dire que Lawrence Ferlinghetti n'était mon idole. Je n'étais pas un connaisseur, peut-être je ne le suis pas aujourd'hui. J'aimais beaucoup mieux d'autres auteurs qu'il avait produits, qui m'avaient inspiré, surtout William Burroughs. Mais il y a eu quelque chose de très, très spécial avec Lawrence, qui aura vu quelque chose en moi, je ne sais pas. Et il m'a ouvert sa maison. Et on est devenus des amis, compagnons. Et on a commencé à collaborer comme si on jouait en traduisant du français à l'anglais, de l'anglais au français, à l'italien. Et il y avait des choses qui nous ont mis ensemble. Il se souvenait d'un livre que je venais d'écrire. Il y avait en 2008, j'avais publié ce livre sur la Dolce Vita, et Fellini et Morandi, peinture des natures mortes, que j'avais révélé pour la première fois dans un livre au monde après 50 ans. Quelque chose que j'ai pu faire merci à l'Amérique, aux Amériques. Parce qu'en Europe, en Italie, c'était quelque chose d'impossible. J'étais trop jeune et je n'étais pas un fellinologiste. En tout cas,
Lawrence s'est souvenu de ses livres, et ses livres, parce qu'il était aussi, comme les New York Times a écrit, il était book retailer, libraire aussi, et il avait une très forte mémoire pour les images, pour les livres. Il était, comme vous le savez, avant toute chose, un peintre. Il a commencé à peindre dans les années 40. Et si, on a commencé à travailler. Et puis, dans les 2018, 17-18, c'est l'année la plus importante pour finir, compléter Little Boy. Il avait travaillé pendant plusieurs années à ces livres-là, mais maintenant, c'était le temps de finir les livres. Mais, considérons que tu as commencé avec La Voix de Lawrence et tu as pris une partie dont j'ai écrit dans ma petite postfaction où Lawrence disait « You must decide if bird cries are cries of ecstasy or cries of despair, by which you will know if you are a tragic or a lyric poet. » Alors, si on regarde au roman, les romans terminent exactement avec ces mots. Et si ça veut dire qu'il s'est défini comme un poète lyrique, parce qu'il dit en français avec la voix de Marianne, et c'est pourquoi aujourd'hui les cris des oiseaux ne sont pas des cris d'extase, mais des cris de désespoir. Lawrence avait été chassé par la mort dès qu'il était né. C'est la très très compliquée vie qu'il a vécue. Il devait mourir pour millions de raisons. Et là, il est arrivé presque à 52. Et pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose que j'appellerais comme la tendresse, la tenerezza, tenderness. He was always that little boy. Il avait cette tendresse de voir les choses avec gratitude, la gratitude d'être là. Merci. Et donc moi, en tant qu'à l'époque jeune éditeur, jeune poète, c'était en 2002 que Anton nous a fait nous rencontrer. C'était à Gênes, à Genova. Ah oui. On avait lancé les poèmes de Palazzo Ducale. Donc on avait jeté 50 000 poèmes du haut de Palazzo Ducale. Et le soir, on est allé manger une pizza, si tu te souviens, Marianne, hein, avec Alejandro, avec Antonio et Marco Parente. Et dans la rue, comme ça, je lui dis, tiens, voilà, je dois admettre que je ne connais pas ton œuvre. Antonio m'en a beaucoup parlé et j'ai beaucoup de respect. Et je lui demandais, tiens, comment ça se fait que ça fait 30 ans que tu n'es plus publié en français? Comment ça se fait que tu n'es plus publié en français? Et lui me dit, ben oui, moi aussi, je me le demande. Donc, I don't know why. Et alors, je dis, écoute, si toi, tu es d'accord, tu sais que nous, on est une toute petite maison d'édition, mais si tu veux, nous, on te publie. Marianne est OK pour traduire. Et il a dit, OK, c'est bon. Donc ça, c'était notre contrat. Avant d'arriver entre Palazzo Ducale et la pizzeria, c'était notre premier contrat. Et l'autre épisode, après, on l'a fait avec un vrai contrat, etc. Il a été vraiment très gentil, très tendre aussi. Il était tendre et exigeant, comme vous l'avez laissé entendre. Hein. Donc, c'était parce qu'il me disait aussi dans les premiers livres que j'avais fait, voilà, ça j'aime pas, ça j'aime pas, comme type de livre. Et puis, quand il avait, plusieurs années plus tard, je lui avais montré les premiers booklets, les petits livres à 3 €, donc des petits livres agrafés à 3 €. Il m'avait dit, c'est exactement ce que moi j'ai essayé de faire avec les Pocket Poets.
Donc voilà, il m'encourageait à continuer sur cette voie-là. Et puis, je me rappelle d'un épisode que je raconte souvent aux amis. C'était chez Antonio. Alors, quand je pouvais, de Belgique, moi, je lui ramenais une bonne bière belge. Donc ça, il aimait bien boire une bière, pas plus. Une bière belge à l'occasion. Il venait de dormir, je pense, 20 heures d'affilée. Parce qu'il venait juste de San Francisco, donc il avait le décalage horaire. Et Antonio me dit, voilà, il est là dans ma chambre. Il a un âge déjà honorable. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Mais il était bien vivant. Et donc, après, on a passé donc, la soirée et dit, tiens, j'ai envie de te faire écouter un truc. Et il me donne une cassette audio, chose qu'on n'a plus beaucoup aujourd'hui, et avec un groupe musical qui l'accompagne. Il dit, tiens, qu'est-ce que tu penses de ce groupe? Il me fait écouter. Je dis, bah, c'est bien. C'est un enregistrement pourri, hein, un truc vraiment fait artisanalement. Et je dis, ah, c'est bien, à mon avis, tu peux continuer avec ce groupe. Et il me dit, ah oui, c'est un groupe de chez nous, tu vois, c'est des gens bien, c'est The Doors. Alors, évidemment, quand il dit The Doors, voilà, ça, c'est le côté malin, malicieux. Et ou comme dit Mauro dans sa postface, le dernier chenapan, hein, le dernier, je pense qu'on a gardé chenapan dans la traduction, mais c'était l'ultimo monello. La canaille, voilà, c'était la canaille plutôt. Voilà. On dit bonjour aux personnes qui nous disent bonjour. Je crois que vous avez connu à Genova les photographes Walter Pescara. C'est ça, oui. Il a fait un grand reportage. Et puis là, on avait connu aussi son, voilà, et puis il nous avait raconté qu'il avait été arrêté. Il y avait une année après, je pense qu'il avait fait un épisode où dans le nord de l'Italie où des flics l'avaient intercepté. Oui. Voilà, c'était rigolo. Mais voilà, il y avait ce côté, tu disais, tendre et exigeant. Moi, je reconnais beaucoup cette tendresse. C'est une des personnes où je me suis senti le plus traversé dans le regard, parce qu'il avait des yeux magnifiques, hein, un regard magnifique. Et c'était un marin, quoi. Hein, il y avait la mer qui te traversait quand tu le regardais. Et en même temps, il te traversait et il t'accueillait. Donc, il y avait... ti attraversava, ti accoglieva, tu vois, allo stesso tempo, en même temps. Et ça, j'ai connu vraiment très, très, très peu de personnes. Hein, cette vraie gentillesse, cette écoute, et c'est son côté libraire, son côté éditeur, son côté de travail pour les autres. Et on échangeait beaucoup sur cela, justement, sur comment être éditeur, poète, n'est pas toujours facile, parce qu'on oublie le poète que tu es, et on pense plus qu'à toi comme l'éditeur qui va les publier ou ne pas les publier. Et toi, Jérémy, alors, toi qui ne l'as pas connu, Lawrence, oui. Comment as-tu été capté par Lawrence Mais en fait, le premier booklet que j'ai acheté, bien avant que je passe pour la première fois à les portes de la boutique, c'était Démocratie totalitaire, qui date donc de 2005. Et j'ai dû l'acheter à Louvain-la-Neuve, là où je faisais mes études. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce livre ce jour-là, vraiment, c'est la vraie histoire. Et quand j'ai commencé à le lire, j'ai compris que donc c'était de la poésie, en tout cas dans ce booklet, de la poésie politique, essentiellement, dans un monde après les attentats du 11 septembre. Et ça ne devait pas être simple de pouvoir porter une voix un peu dissidente dans un pays comme les USA, qui étaient fort meurtris à l'époque. Et ça m'a vraiment frappé ce qu'il arrivait à en faire, tout en mettant ça et là des pointes d'humour. Donc ça ma rencontre avec Ferlinghetti par hasard dans une librairie de Louvain-la-Neuve, où je prends ce bookleg quasiment 15 ans avant que je passe la porte de la boutique, en fait. Et puis avec le Ferlinghetti, on l'utilise énormément dans les micros ouverts qu'on anime, donc avec Poésie Art de l'insurrection, le petit livre rouge dont vous avez parlé tout à l'heure, où il y a une phrase que je trouve incroyable, c'est quand il écrit « Si tu te dis poète, ne reste pas bêtement sur ta chaise, lève-toi et montre-leur ce que tu sais faire ». Et je trouve que cette phrase cristallise énormément de ce que moi j'aime dans la poésie comme un vrai acte, comme le fait de se lever et puis de dire.
Et puisqu'on parle du dire, Ferlinghetti, c'est une musique bien particulière. Je pense qu'aucun poète ou aucune poétesse n'a une voix semblable. C'est très musical, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup aller l'entendre sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos de lui. Et pour ceux qui aiment la poésie performée, la poésie oralisée, Ferlinghetti, c'est une sacrée musique. Et ça a été dit, mais c'était aussi quelqu'un qui a pris des risques. Donc, on parlait de Howl, de Ginsberg. Je pense que si en Europe, on peut écrire absolument tout ce qu'on veut et ensuite le publier sans trop de risques, c'est grâce à cet acte-là, de publier à ce moment-là ce livre, avec toutes les poursuites judiciaires et les risques, en fait. Et donc, ça a vraiment, je pense, changé la littérature américaine, européenne. Je vais peut-être pas dire mondiale, parce que j'ai peu de connaissances pour ça, mais en tout cas, moi, c'est un courage, c'est une liberté, et dans des textes qui sont aussi souvent très drôles. Et donc, c'est aussi je terminerai là-dessus, l'invitation à vraiment être très authentique dans ce qu'on écrit. Quand on prend la parole, on ne prend pas la parole pour rien. C'est vraiment des choses très importantes qu'on doit transmettre. Il y a une liberté d'expression qui nous permet de dire tout ce qu'on veut. Mais chez Ferlinghetti, j'ai l'impression que les choses sont quand même pesées. Et s'il écrit un poème, comme il a pu le faire pour ce poème avec Donald Trump, c'est parce que c'est très important de le faire. Et voilà, moi, c'est mon rapport avec Ferlinghetti, se pousser à être le plus authentique possible dans son écrit. Prendre la plume ou prendre la voix pour vraiment dire ce qui est très important à être dit à ce moment-là. C'est comme ça que je vis mon rapport avec Ferlinghetti, que j'aurais tellement aimé connaître, mais que je connais bien finalement grâce à ses écrits. C'est une grande chance de l'avoir dans notre maison d'édition. C'est des livres qui sont magnifiques. Et tu as parlé de Démocratie totalitaire, qui était un booklet fait après le livre Blind Poet, que je vais montrer, qui est le premier livre qu'on a publié de lui, traduit par Marianne déjà, donc c'était le livre de 2004, sorti le 11 septembre 2004, on avait fait un peu exprès. Et donc ça regroupait des textes, vers la fin c'était des textes sur la France et l'Italie, essentiellement plus lyriques, et toute la première partie c'était des textes plus politiques, dont Démocratie totalitaire, par exemple, dont I Am Waiting, qui était des textes écrits après le 11 septembre 2001. Ensuite, en 2008, on a publié Coney Island of the Mind, on parlait des centaines de milliers d'exemplaires, mais là, c'était un livre qui est arrivé à 1 million d'exemplaires. C'est un des miracles et énigmes de l'édition de poésie dans le monde. Coney Island of the Mind et autres poèmes. Les autres poèmes, en fait, c'était Pictures of the Gone World, Ouais. qui sont tout premier livre, et qui était le numéro 4, je crois, des Pocket Poet Series, à mon souvenir. Puis il y a évidemment, ça il nous a donné extrait, c'est Le Petit Livre Rouge. Alors je me souviens des discussions, donc ça c'est l'écriture de Lawrence. Donc il avait fait plusieurs versions entre poésie, art de l'insurrection et poésie, l'art de s'insurger, parce qu'on avait hésité sur le titre. Bon, il avait proposé art insurgé aussi, en français dans le texte. Ouais. Et là, voilà, on avait plutôt opté pour poésie, art de l'insurrection, qu'il avait avalisé finalement. J'avais une longue conversation avec lui dans un bistrot à côté de Notre-Dame à ce sujet. C'est moi qui l'ai convaincu. Et là, il y avait justement cette envie parce que l'éditeur anglais, qui était New Direction, avait fait une très belle édition cartonnée, donc très belle à voir et à tenir entre les mains. Et Lawrence me disait, mais en fait, c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais vraiment le petit livre rouge comme celui de Mao. Je dis, écoute, je vais me renseigner sur les dimensions. Donc, au millimètre près, ce sont les dimensions du petit livre de Mao qu'on a réalisé. Et on va bientôt alors passer à Little Boy, voilà, sur lequel nous sommes réunis ici ce soir, que Mauro a fait sortir aux États-Unis avec Double Change le jour des 100 ans. Et on va parler un peu de ce moment-là, qui est un moment important. Et je vais juste partager encore un petit peu l'écran sur deux choses. D'abord, rapidement montrer, vous voyez ça, parce qu'on le trouve sur différents sites, mais si vous cherchez Ferlinghetti Paintings,
Vous pourrez voir un peu le Lawrence Painter. Et d'ailleurs, il nous avait autorisé à utiliser certaines de ses peintures pour des booklegs, comme Démocratie totalitaire, et même 2 de Pierre Guéry. Donc ça, ça, je vous invite à aller rechercher sur Internet. On n'a jamais pu monter une expo, malheureusement. C'était en projet, mais on n'a jamais pu la monter ici. Et on va écouter maintenant un poème. Peut-être dis-nous un petit mot sur le contexte de ce poème. C'est Trump's Trojan Horse, Mauro. Parce que c'est toi qui as filmé. Ouais, tu peux remettre le son, en fait. Je montrerai la vidéo. Trojan horse. Homer didn't live long enough to tell of Trump's White House, which is his Trojan horse, from which all the president's men burst out to destroy democracy and install predatory capitalism as the absolute ruler of the world, ever more powerful than nations. And it's happening as we sleep. Bow down, O common man, bow down. Voilà, c'est très émouvant aussi, parce que c'est l'une des dernières. Et celui-là, il faut qu'on le traduise en plaquette pour quand Trump va être réélu, non? On va éviter. Oui, c'è il suono che devi rimettere, rétablir le micro. Voilà. Excusez-moi. Ici, il y a la traduction qu'il avait fini et il date 7 juillet 2017. Et c'est intéressant que c'est le dernier poème qu'il a écrit et il m'a demandé si je voulais changer quelque chose. Et je pensais, how can I do this? Je peux faire ça. Je me souviens qu'il avait écrit and install corporations as absolute rulers of the world. And I told him, and je lui disais que selon moi, des corporations, c'était quelque chose de très vieux. Il faudrait utiliser quelque chose de plus spécifique. Selon mon opinion. Il m'a écouté comme tu as bien dit, David. Quand tu as dit, il avait des yeux comme la mer qui accoglievano e ti salutavano e ti facevano entrare dentro. Il avait des yeux très, très, je dirais, maternels. Ouais. Mais non paternels, maternels. Parce que ses yeux étaient comme une liquide amniotique. Ainsi, je lui proposais d'utiliser ce que Thomas Piketty avait appelé dans les capitales au XXe siècle predatory capitalism. Parce que c'est le temps aujourd'hui on ne peut plus jouer avec ces deux monstres, communisme et capitalisme. Il disait toutes les fois, Lawrence, both are screwed. Tous les deux ont créé une promise et une failure. Il faut comprendre les pouvoirs. Alors il a dit que oui, il faut utiliser le capitalisme prédatoire parce que c'est cette forme de cynisme, de greed, capacité, qui va détruire chaque forme d'équilibre.
En tout cas, j'ai filmé Laurence en lisant les poèmes et je l'ai donné à Kitchen Sisters. C'est un radioprogramme de Davia Nelson, très très important en Amérique. Davia a aussi créé pour PBS, c'est la radio publique, des programmes dédiés. L'un est appelé The Keepers, i custodi. Et il a fait un épisode dédié à moi et comment un keeper, custode di Ferlinghetti. Un gardien, ouais. Come? Custode e gardien, en français. Gardien, qualcuno che porta avanti una legacy, che porta en avant une forme d'hérédité. So, Tram Trojanos, pour moi, a été quelque chose d'absolu unique parce que j'étais avec lui quand il l'a jeté sur la page et en pensée, il était très, très, très préoccupé de ce qui pouvait s'avenir avec Trump. Et il l'a dit exactement ce qui est venu avec Trump. Mais encore une fois, je trouve que le plus grand Ferlinghetti, c'est toujours lyrique, c'est toujours universel. Et en fait, parce que ça, je vais juste montrer avec un petit partage écran encore. Voilà, l'édition, nous avons fait, parce que tu disais, Marianne, en fait, on a fait un petit livret gratuit. Donc, c'était un petit livret qu'on a envoyé aussi aux États-Unis. Hein, donc, c'était pour les 100 ans, en fait, de Lawrence. On a envoyé donc ce texte-là. En plusieurs langues. Et il y avait, je ne sais plus, il y avait... voilà, traduire. J'avais pas vu, je ne l'ai pas eu, moi. Ah, tu ne l'as pas encore eu, ben, je vais t'envoyer alors. Il nous en reste quelques-uns. Lawrence avait une copie. On l'avait en russe, en farsi, en albanais, en slovaque. Et puis oui, dans la communauté des poètes, il y a eu une solidarité avec des gens qui nous ont envoyé des traductions venant de partout. Ici en ukrainien, en norvégien. L'albero di Ulivo. Voilà. On a planté l'olive. L'olive a été plantée devant la rue dont Marianne parlait, qui s'appelle Via Ferlinghetti, like in Italian. Via Ferlinghetti. C'est à North Beach, très très proche où Lawrence habitait. Piazza St. Peter and Paul area, Washington Square. Italian piazza where he écrivait all the Italians dying, où il peint ces images des Italiens comme il célébrait les funérailles avec les chapeaux. Il a décrit parfaitement et c'est la piazza, c'est où il y a Via Ferlinghetti et son arbre d'olive. Et ce livre, donc Little Boy, est sorti le jour de ses 100 ans, donc le 24 mars 2019. Et le même jour, nous faisions d'ailleurs des lectures à la librairie, un événement à la librairie Maelstrom à Bruxelles. Et comment tu as accompagné ce livre en fait? Qu'est-ce que tu connais? Parce que ce livre, il a pris quelques années, il était au travail depuis plusieurs années. Oui, mais il avait déjà presque complété les livres. Il s'agissait de lire live out. C'était les verbes que Lawrence utilisait. Live out, lascia fuori.
So, emendalo, lascialo fuori, buttalo, taglia. On a lu beaucoup, on a relu, et puis j'ai travaillé avec Doubleday, Penguin Group. Et Lawrence était tous les jours comme un petit enfant, comme un little boy. Il disait, c'est absurde. Je travaille maintenant pour mon livre avec Doubleday, like the Goliath. Et c'est comment Lawrence était. Il pensait là. Il pensait il était comme un enfant. Et si on a travaillé beaucoup pour des mois avec des copy reading, rereading, proofreading, et à la fin, il était très heureux. J'ai lu les livres pour lui et il était presque aveugle. Il ne pouvait pas les lire. Quelquefois, on a lu avec les magnifying lens. Je ne sais pas, la lente d'une grande. Les lentilles d'agrandissement, oui. Oui, il avait une aussi comme digital, on peut dire. Tu mettais les livres dessus et la loupe agrandiva la page, mais c'était très, très difficile. Et aussi, ça a été quelque chose de très, très spécial pour moi. Mais j'avais travaillé avec Lorenzo beaucoup d'autres choses. Par exemple, si tu regardes, cherches en Internet Lorenz d'Italia, il fait une solo show des peintures, vernissage des peintures, avec laquelle il a ouvert de nouveau l'Istituto Italiano di Cultura. Ouais. Et on a fait un petit pamphlet pour ça. Mais Lawrence avait aussi quelque chose avec la littérature et la culture française que vous avez mentionné. Il voulait que la France oubliait ces choses, mais il sentait quelque chose, like it was not happening, as you said, David. So, mais je ne vais pas parler de ces choses-là. Je ne vais pas parler des... Mais il avait quelque chose à faire avec les racines et l'herbe. C'est quelque chose qui a été bien écrit dans la page par Gilles Deleuze. Quand il a écrit de la supériorité de la littérature anglo-américaine, ou en conversations, dialogue avec Claire Parnay, où Deleuze a parfaitement compris la différence entre une littérature des racines du verbe être et de la conjonction est, qui est du devenir. Et c'est pour ça, c'est la première fois que j'ai lu les noms des Ferlinghetti. Je les dois à Deleuze, qui était mon phare pour toutes les choses que j'ai faites dans ma vie. Et quand il a écrit de cet auteur qui avait inventé la 4e personne du singulier. Et alors, je me suis dit, oh, let me read it. Avant, je ne savais rien. Mais j'étais complètement fou pour William Burroughs, qui Lawrence n'aimait pas trop. En effet, en parlant d'être un éditeur, vous savez qu'il a rejeté The Naked Lunch. Le festin nu. Pardon? En français, le livre s'appelle Le festin nu. Le festin nu. Il passe au nude. Et c'est dû au fait très, très simple que Lawrence avait ses idées de la littérature. Il essaie cette idée d'une fois, d'une partie des racines et de l'autre de quelque chose qui était anthropique.
comme dans William Burroughs. Mais Little Boy, c'est vraiment quelque chose très proche du Naked Lunch, du Festin Nu. Et c'est pour ça que j'écris qu'il me rappelle les derniers Michelangelo, la Rondanini, dans les moments où Michelangelo a fait 3 sculptures. Quand il était très jeune, c'est là du Vatican. La deuxième, quand il était presque 70, qui est à Florence. Mais la troisième, c'est Bandini, la deuxième et la troisième, la Rondanini, qui était complètement quelque chose de différent, incompréhensible pour la période. Il semble quelque chose qui a été créé par Henry Moore, dans les 20e siècle, et il a été fait par Michelangelo. C'est la même chose pour moi, Little Boy. Finalement, Laurence pouvait faire ce qu'il voulait. Et il ne s'agissait pas d'imiter personne. Il ne voulait imiter soi-même, finalement, pour en finir avec les jugements de soi-même. Il pouvait seulement s'amuser avec les mots, comme un enfant. Mais sa poésie et son écriture, et c'est toujours attentive, très micidiale, je ne sais pas si je peux dire micidiale, létale. Et il pétait colpire, hate you, in a very bad way. The sequence where he describes les moments dans lesquels il décrit de dire non à sa mère. Ces pages-là, beaucoup de lignes, ils vont un film. Il aimait l'Italie et la culture italienne plus que les racines de l'idée de la culture française. Il considérait Pasolini les plus grands en absolu. Et en effet, quand il a écrit cette beautiful publication, est-ce que vous l'avez jamais traduit en français? Non. Please, s'il vous plaît, Marianne. Moi, c'est David le boss. Hein. David, are there no still fireflies? C'est une des plus grandes, dans mon opinion, mais je ne suis pas un connaisseur de Ferlinghetti. Et c'est le manifesto de toute sa littérature, parce qu'il est lyrique, tragique, politique, s'amusant de la vie, des petites choses. Et ces poèmes-là c'était une anastatique fait en Italie, a été publié en Italie, et il parle de Marliano, près de Firenze. Et il parle de Bertoli, qui, malheureusement, je n'ai pas connu, et de son fils, qui cherchait de prendre des fireflies, des lucioles. Des lucioles. Et alors, il s'est souvenu d'un poème, d'un écrit, un Séville, on disait en italien, écrit par Pasolini sur les Corriere, qu'il s'appelait, après il avait mis ensemble dans une édition appelée Scritti Corsari, et écrit Corsaire. Ouais. Et ces poèmes-là, peut-être dopo, on peut les lire, mais je ne vais pas parler tout le temps. On va les lire après, si tu veux. Ok. Marianne, la traduction de Little Boy. Alors, moi, j'ai pas d'agenda vis-à-vis de la littérature, en fait. Je viens de là, mais c'est un espace que j'ai abandonné depuis très longtemps. J'ai pas d'agenda en tant que traductrice
pas l'intention de devenir, jamais eu l'intention de devenir une traductrice célèbre et encore moins riche. Donc, je peux témoigner que d'un travail qui a deux axes principaux. La raison pour laquelle j'ai toujours traduit les textes de Lawrence, d'abord, c'est parce qu'il m'avait fait l'honneur de l'accepter et ensuite de le demander. Donc, c'était quand même quelque chose d'avoir la reconnaissance de quelqu'un qui était un francophone et qui avait, pour qui c'était quand même très important que ces textes existent dans cette langue. Et en fait, pour moi, ça a toujours été, traduire Lawrence, ça a toujours été un questionnement sur ce que c'est que la relation entre l'anglais et le français, ce qui est une question qui m'intéresse profondément à plein d'égards, et sur ce que c'est que la poésie. Alors, arrive Little Boy et c'est pas de la poésie. Et puis, il n'y a plus Lawrence à qui je peux poser les questions et auprès de qui je peux vérifier mes doutes. Et alors, il y a un grand moment presque de refus de ce texte. Parce que c'est tellement difficile. C'est-à-dire, je rentre dedans, ça commence comme un roman de la fin du 19e siècle, on pourrait dire. Et puis, ça continue et ça devient quelque chose qui est indescriptible, inqualifiable. Parce que même à l'intérieur de ce passage assez rapide, au bout d'une vingtaine de pages, on passe d'une écriture extrêmement classique, un peu comme quand on va voir, en ce moment, il y a une exposition Rothko à Paris. Alors, on voit les œuvres figuratives de Rothko et puis, paf, on arrive à Rothko, ou quand on voit les premières périodes de Picasso. Il y a quelque chose comme ça. Lawrence commence par écrire et c'est presque comme si il nous montrait qu'il est parfaitement capable d'écrire un roman ou un récit ou des mémoires et que donc le moment où ça va vriller, où ça va devenir autre chose, c'est un moment qui est délibéré, mais qui est aussi présenté comme un moment de chute ou de glissement dans le texte. Ça prévient pas d'un seul coup la ponctuation disparaît et non seulement la ponctuation disparaît, mais d'un seul coup le langage se met à s'orienter et à jouer dans des directions qui sont complètement différentes. Et c'est marrant parce que plus j'y pense et plus je me dis que ça ressemble à son geste en tant que peintre. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'espace frontière entre la figuration et l'abstraction et où toujours il y a quelque chose qui a à voir avec l'ombre et la lumière, avec peindre ou dire l'ombre et la lumière. C'est un peu comme ça que je le décrirais. Donc, je suis en face de ce machin-là. Je suis évidemment ravie de traduire les 15 premières pages parce que je dirais c'est facile de traduire de la littérature classique, traditionnelle. Et puis, je connais sa voix, je connais sa cadence. Et à un moment donné, ça tombe dans un espace qui n'a plus de rive, de rivage. C'est vraiment, il y a quelque chose d'océanique dans cette tentative qu'il a faite parce que, alors il y a des îles de temps en temps, il y a des bateaux qui passent, il y a des parachutes qui tombent, mais il n'y a plus de point de repère en fait. Et bien sûr, c'est Joycien, c'est Becketien, enfin, on peut, et les références elles sont là. Lui-même parle de Joyce, parle de Beckett, mais en fait c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est comme une sorte de, moi je l'ai vécu comme d'accompagner. Et donc d'accompagner à un moment donné de son vivant, sachant qu'il était très âgé, que c'était pas pertinent de le déranger. J'aurais pu lui téléphoner, lui écrire, mais je voulais vraiment pas. Je sentais, c'était sensible qu'il était vers la fin de son existence et que c'était pas le moment de l'emmerder avec une histoire de traduction. Puis il y a le moment où il est mort et où le travail s'est déclenché avec beaucoup plus d'intensité et où c'était presque comme une manière de le rejoindre. C'est-à-dire trouver la formulation en français. D'abord, il y a des choses qui n'ont pas vraiment de sens ou qui sont tellement polysémiques qu'elles sont intraduisibles. Donc, à partir de là, il faut trouver à peu près une formulation qui va produire un effet aussi polysémique, en fait, et qui en même temps va produire un effet sonore de la même qualité. Donc ça, on est très proche de la poésie, on pourrait dire. C'est un langage qui frise l'abstraction. Et puis après, il y a toute la question de la couche mémorielle qui est convoquée à l'intérieur de ce texte, puisque Ferlinghetti, c'est quelqu'un qui a énormément lu et connu énormément de gens dans son parcours. Et puis, comme c'est quelqu'un qui était volontiers
narquois ou volontiers gentiment moqueur. Il y a aussi des moments où il étrille un certain nombre de gens. Il étrille, je sais pas, les existentialistes, il étrille certains poètes, etc. Et donc, en fait, c'est comme une scintillation d'un espace qui est pas tout à fait ce qu'on appelle le mental dans la méditation bouddhiste ou indienne. C'est-à-dire, c'est pas cette espèce de construction qui se croit elle-même et qui serait le lieu du commentaire, de l'opinion, enfin, bon, ce qu'on connaît tous si on tente de méditer. Et c'est pas non plus exactement l'espace poétique, qui soit lyrique ou tragique, on est beaucoup revenu là-dessus. C'est un espèce d'espace frontière, d'espace intermédiaire, où il joue à monter et à descendre entre des moments où il est directement moqueur, des moments où il est dans une espèce d'espace complètement halluciné. On sent quand même, quand Mauro a dit tout à l'heure que le roman se termine en disant « Et c'est pourquoi aujourd'hui, les cris des oiseaux ne sont pas des cris d'extase, mais des cris de désespoir. » Et ce « aujourd'hui » est extrêmement important. C'est cette espèce d'affirmation de l'instant présent à la fin du texte écrit, mais c'est aussi l'affirmation de ce que ce texte a été tout un regard sur une époque, sur un siècle, on pourrait dire un siècle d'existence. Et il y a quand même un très très gros pessimisme qui transpire dans ce texte par rapport à l'époque que Ferlinghetti nous laisse, et aussi à celle dont il témoigne, c'est-à-dire que cette Amérique du début du siècle dans lequel il naît, c'est pas du tout une Amérique idéale et il y est très maltraité. Peut-être qu'on lira un petit quelque chose tout à l'heure. Et en même temps, il y a un sentiment de possibilité très grand. Et donc, c'est quand même quelque chose de plus en plus crépusculaire qui rejoint ce dont on parlait sur sa poésie politique, c'est-à-dire sur quelque chose qu'on pourrait résumer comme, oui, un regard de désespoir face à la souffrance du monde, face à la possibilité de la 6e extinction, etc., etc. Donc, il y a tellement chatoyant ce tissu d'écriture, il y a tellement de références, c'est à la fois tellement érudit, parce que c'était quelqu'un d'une intelligence et d'une érudition extraordinaire, c'est à la fois une figure tellement gigantesque de la poésie du XXe siècle, que c'était pas intimidant, parce que si on est intimidé, on fait rien. Mais c'était vraiment comme de se jeter dans le vide une fois et encore et encore. Et c'est très difficile de se relire trop de fois. Et puis après, il faut relire l'anglais, et puis il faut relire le français. Et donc, il y a eu un moment et je parle de ça d'ailleurs dans le petit texte d'hommage que David a eu la gentillesse de publier après le texte. Il y a presque eu un acte de foi. Dieu sait que Lawrence n'était pas ni un mystique ni un croyant, c'est pas du tout son truc. Mais il y a quelque chose dans son rapport à lui, à la poésie, et dans la relation qui a continué de se tisser avec lui. Moi, j'ai vu Lawrence pour la dernière fois à peu près au moment où Mauro l'a rencontré. Il venait de se faire opérer de la cataracte. Il y voyait encore très bien. D'ailleurs, il avait une lentille qui l'empêchait lui permettait de voir sans lunettes. C'était en 2014, je crois. Et puis après, j'ai pas eu l'occasion de retourner à San Francisco. Et puis lui, il était trop âgé, il est plus revenu à Paris. Et c'était une façon de lui dire au revoir aussi, cette traduction, et d'essayer, en fait, outre-tombe, d'être la plus fidèle possible. C'est bête à dire, même si la traduction est toujours une trahison, mais fidèle à quelque chose qui était d'une nature subtile, en fait. Ce quelque chose qui est avant l'écriture, avant la poésie, avant la profération, d'essayer d'être en relation avec cet espace. Moi, je suis spécialiste du tarot, alors c'est peut-être pas le moment de parler du tarot, mais dans le tarot, ça correspond aux 8 d'épée. Les épées, c'est le verbe. Au 6, on arrive à la poésie. Au 7, on arrive à la vérité absolue. Et dans le 8, on est dans le silence. Et ce silence, c'est le silence qui est avant les mots, en fait. Et le 8 accouche de la poésie véritable, qui est le 9, qui est l'épée fêlée, qui est la parole qui est proférée au risque qu'elle soit cassée, au risque qu'elle soit brisée, au risque qu'elle soit un mensonge, etc. Et donc ce 8 d'épée, cet espace de silence en deçà des mots, et c'était très important, je crois, pour cet espace de silence, d'avoir ri avec lui, d'avoir mangé avec lui, d'avoir bu avec lui, d'avoir marché avec lui. C'était quelqu'un avec qui il y avait toujours une certaine distance, Lawrence. C'était pas quelqu'un à donner des grandes claques dans le dos. Sa tendresse, c'était une tendresse très pudique d'une certaine manière. Mais sa présence physique était, j'ai pas le mot en français, compelling, était vraiment très
très, très impressionnante, très élégante, très présente, très. Et il y a quelque chose de ça à quoi je me suis accrochée pour traduire ce texte. C'était une façon d'essayer de l'aimer le mieux possible une fois qu'il était plus là. Tu as fait, je crois, la meilleure traduction des 12 ans qui sont là. Merci, Mauro. C'est magnifique. Merci beaucoup. Of course, it's not Lawrence who's saying this. Il y a quelque chose d'absolument unique dans l'édition que David a rendu possible. Vraiment, Lawrence serait si heureux de ses voix publiées. By the way, of course, we should have hours to talk about. But one thing, Lawrence hated to consider this book a memoir. He hated this word, memoir. Il aimait complètement la mot mémoire. Mais en même temps, s'il est une autobiographie, comment tel ne peut pas être une mémoire des 100 ans, du bref siècle. Alors, il y a quelque chose qui est très, très fortement dans le bergsonisme. Et c'est la matière et la mémoire. La mémoire et les désirs. C'est la manière dans laquelle, selon moi, le livre a été écrit. Il a été écrit dans les 4e personnes du singulier, du V. Et la 4e personne du singulier, n'est pas une personne. C'est une forme du temps. Les temps, c'est le pur présent, comme un cristal. Et ce cristal, c'est chercher ses souvenirs en inventant l'avenir. Presque, je pourrais dire avec Fellini et Pinelli, c'est que tout ce que vous avez lu dans Little Boy a été complètement inventé. La vérité, c'est complètement inventé. Ainsi, il a mélangé la mémoire et les désirs, la matière et la mémoire. C'est la 4e personne du singulier. C'est les temps du présent. C'est la gratitude avec laquelle il nous a laissé ces livres. Un livre qui est aussi plein de désespoir. Il finit avec la mot désespoir. È un libro disperato. Et Lawrence voulait s'en aller. Il m'a répété beaucoup de fois ces temps. En jouant avec Beckett, il disait, I want to go under. Like the go under as a style in Samuel Beckett. Why? Because, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas devenir un adulte. Il voulait rester cet enfant-là. Seulement autre jour encore, il serait devenu un adulte. I'm saying this because of the hatred, of the toxicity all over, you know. Et n'oubliez jamais que la première fois qu'il m'a invité chez soi, et on a commencé à devenir quelque chose, l'ape et l'orchidée, cette forme de duo. Un jour, il m'a dit avec du cynisme, avec de la moquerie, il m'a dit, why are you here? Like, who comes to America these days? Et je me souviens très très bien, parce que la même demande a été faite à moi par une autre personne, l'altra faccia della medaglia, l'ancienne, l'uomo antico, vecchio, et la petite fille, ma fille Penelope,
qui m'a demandé, papa, why are we here? Both, tous les deux voulaient dire quelque chose d'autre. Ma fille voulait me dire pourquoi on ne retourne pas en Italie. Parce qu'il sentit beaucoup de nostalgie des grands-parents, de la langue, de la culture, de tout ce qui était pour une fille de 7 ans. Et au-delà, il y avait Lawrence. Et tous les deux, on partageait beaucoup de temps ensemble, en lisant, en riant. Penelope, une fois, l'a interview. Et l'intervista est publiée online. C'est magnifique parce que la petite fille a demandé au poète quelque chose qui journaliste ne pouvait jamais demander à Lawrence. Et ainsi, j'ai répondu à tous les deux, we are here to give. So Lawrence, with his moquerie, a compris. Et ma fille, avec cette invention, une device, literature device, aussi, elle a croyé que nous sommes très importants pour l'Amérique. Parce qu'on vient à donner. Et c'est la vérité. Parce que les California Dreaming existent. Et ce n'est pas un endroit, un espace to fit in, à remplir. C'est une plateforme à bâtir. Et c'est la littérature des Ferlinghetti, de la Beat Generation, considérant qu'ils sont très, très différents. La possibilité de créer une forme de devenir, l'invention, la possibilité de voir l'océan et les vagues, les grandes vagues, et pas un pont, une aquitrine, l'aquitrine des racines, mais les devenirs, c'est force là. Et si Lawrence avait toujours cette joie de vivre et de donner, mais les temps des arrêtés étaient arrivés. Et avec les livres, il a mis une ponctuation without punctuations, because he's a long monologue, we all know, where he's finally enjoying, mocking everybody and everything. But still, il a des moments monstrueux de littérature, des forces. Et c'est pour ça que j'ai parlé de ces éditions ici. They're not still fireflies. Non ci sono più lucciole, because quand il avait parlé des Pasolini, qui disait que la mort des lucioles, c'était un signe pour dire que des grandes tragédies seront à venir. Et Lawrence a écrit ces poèmes, publiés à Firenze, legato a Bertoli, City Lights Florence, ma l'édition, c'est realizzata da Damocle Edizioni di Venezia, 100 exemplaires, numéro sur une spéciale carte. Et si vous me permettez, je voudrais la lire en anglais. Are there no steel fireflies? Are there no steel four-leaf clovers? Is not our land still beautiful? Our fields not full of armed enemies? Our cities never bombed by foreign invaders? Never occupied by iron armies? Speaking in iron tongues? Are not our warriors still valiant, ready to defend us? Are not our senators still wearing fine togas? Are we not still a great people in the greatest country in all the world? Is this not still a free country? Are not our fields still ours? Our gardens are still full of flowers, our ships with full cargoes,
Why then do some still fear the barbarians coming, in their huddled masses? What is that sound that fills the ear? Drumming. Is not Rome still Rome? Is not Los Angeles still Los Angeles? Are these not the last days of the Roman Empire? Is no beauty still beauty, and truth still truth? Are there no still poets? Are there no still lovers? Are there no still mothers, sisters, and brothers? Is there no still a full moon once a month? Are there no still fireflies? Are there no still stars in night? Can we not still see them in bowl of night, signaling to us our manifest destinies? Merci. I hope Marianne, j'espère qu'elle va la traduire en français. Laurence, would be so happy. Toujours prête. A French speaker. Est-ce que Marianne, tu voudrais nous lire? On va passer une lecture de Little Boy avec Marianne et Jérémy en français. Oui, je vais prendre un petit bout du début. Alors, un petit morceau de la narration officielle, à l'ancienne, et puis un petit morceau du moment où ça passe. Je vous montre un peu à quoi ressemble le livre. Donc, via notre site, il y a moyen d'avoir un extrait. Voilà, avec ce... Alors, c'était une des caractéristiques aussi, hein, vous voyez ici, avec les annotations. Donc, c'est une grosse question avec Marianne aussi. Et c'est une édition avec beaucoup de notes, enfin, avec des notes, je ne dirais pas une infinité de notes, mais quand c'était nécessaire. Donc, ça aussi, c'est... Oui, parce qu'on n'a quand même pas disons qu'un lecteur français très cultivé n'a pas la connaissance implicite de la littérature et de la poésie américaine que va avoir un lecteur anglophone du même niveau. Alors, il fallait quand même un petit peu rétablir parce que comme c'est souvent très, très allusif, et puis qu'en plus, il y a même ici certains poèmes qui n'ont jamais été traduits en français, même de la littérature américaine du 19e siècle. Donc, ça demandait quand même un petit peu de réajustement et voilà, je sais qu'il aimait pas trop les notes, mais là, il me semble que ça se justifiait. J'y vais? Ouais. Donc, c'est un moment où il a été... c'est ça, il raconte ses relations avec sa tante Émilie, qui a été en fait son seul référent affectif dans l'enfance et dont il a été plusieurs fois séparé, avec qui il a été réuni, etc. Donc, de nouveau, il se retrouva seul avec sa tante dans ce grand appartement chic, mais pas pour longtemps, car elle était sans le sou. Et bientôt, un monsieur des services sociaux vint le chercher pour l'emmener dans un orphelinat à Chappaqua, dans l'État de New York, arguant que si sa tante n'avait pas les moyens de lui acheter du lait, Little Boy risquait de devenir rachitique. Il y eut beaucoup de pleurs lorsqu'on l'arracha à Emily, et il dut rester dans cet orphelinat dont des années plus tard, il ne gardait qu'un seul souvenir, celui de manger de la bouillie de tapioca mal cuite, que les enfants appelaient « yeux de chat ». Que de temps perdu, et pas un seul souvenir. Jusqu'à ce qu'un an plus tard, tante Émilie vienne le rechercher. C'était encore les années 20 en Amérique, et il se souvenait bien d'elle à cette époque. Elle portait des chapeaux cloches, les cheveux coupés à la Louise Brooks, et toujours la même jolie robe style 1920, avec un décolleté plongeant et un long collier de perles, et ce parfum d'eau de Cologne qui flottait en permanence autour d'elle. Bien sûr, ce n'était pas en permanence, sauf dans la mémoire de Little Boy. Mais ce fut sans doute cette élégance un peu élimée, bien cachée sous son français élégant, qui lui valut d'être employée par Anna Lawrence Bisland et Presley Eugene Bisland comme gouvernante française pour leur fille de 18 ans. Et là commence la description du manoir couvert de lierre, etc. Donc on est page 14 et on s'imagine que ça va durer comme ça. Et puis à un moment donné, ça explose. Et ça explose, page 25, dans cette transition. Il parle de la manière dont il est démobilisé après la guerre et
et qui se retrouve avec ce qu'on appelle le GI Bill, c'est-à-dire une espèce d'octroi d'une formation professionnelle ou universitaire pour les soldats démobilisés. Et il revint chez lui, entre guillemets, aux États-Unis, point. Et Little Boy, ayant grandi après une série interminable de confusion, transplantation, transformation, instigation, fornication, confession, prédiction, hallucination, consternation, confabulation, collaboration, révélation, reconnexion, restitution, réverbération, aberration, clarification, élucidation, simplification, idéalisation, aspiration, circumnavigation, réalisation, radicalisation et libération, devenu grand garçon, trouva sa propre voix et libéra le butin de mots qui s'était accumulé en lui. Dans ce café existentialiste sur la côte gauche de ce pays, regardant la réalité déferler d'un œil hagard pour inscrire dans ma boîte crânienne un conte de bruit et de fureur signifiant tout, à commencer par la 6e symphonie de Mahler, et notre monde perdu dans le dernier mouvement précédant l'effondrement tonitruant de la création, le dernier sursaut tumultueux suite à quoi notre civilisation héritée des Grecs serait vraiment partie en fumée. Et le moment est-il venu de faire les comptes? Voyons donc ce qui reste une fois que le capitalisme part en sucette. Mais quoi qu'il en soit, il est temps maintenant, c'est le moment ou jamais, d'ouvrir les yeux sur le sens de notre petite existence terrestre. N'est-elle rien d'autre qu'un médiocre spectacle, un guignol, un Colin Maillard d'antiques âneries de bouffons avec des clowns masqués qui sautent par-dessus la lune comme dans les tableaux de Chagall, ou comme s'ils venaient d'être accouchés sur cette terre si nue et si seule? C'est ainsi que nous venons au monde, aveugles à nos trajectoires. Où nous égarons-nous, ne sachant où aller ni que faire, sans destinée propre, si ce n'est celle de transmettre nos éléments à d'autres formes? Oui, juste remettre nos parties dans le chaudron et mélanger pour que le pot-au-feu continue de mijoter sur un coin de fourneau au soleil. Ça donne un aperçu, non? Du choc. Donc la bascule, justement, tu disais, le moment de bascule dans ce texte. Et dans Mauro, dans sa postface, ça parle très bien de ce début du conteur, quasiment, du conteur pour tout public, et qui ensuite nous entraîne complètement ailleurs. Jérémy, tu as choisi aussi des extraits? Bien sûr. Donc là, je suis dans la fin du premier tiers du roman. Et donc, dans cette partie-là, les paragraphes se succèdent et c'est vraiment pour moi comme un feu d'artifice. On part d'une idée, on file sur une autre, on embraye sur une troisième. Et donc, juste avant l'extrait que je vais vous lire, il parle de littérature et de William Burroughs. Et puis, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà ce qu'il advient. Et voilà que je me souviens d'un amour. Ce jour-là, je l'ai vue dans Jermyn Street. Elle mangeait une pomme et marchait à grandes enjambées dans une jupe toute fleurie. Quelle vision pour mes yeux éblouis! Et mes yeux ont volé vers elle, sinon mon cœur. Oh, quelle journée! Les nuages blancs filaient dans un ciel profond comme des voiliers, ou des âmes perdues en quête d'un port, et plus tard, sur la plage allongée sur le sable chaud à la marée montante, de la poussière de sel sur les lèvres, devant le crépuscule naissant et les cris des mouettes. Un cri par-delà le monde, et longtemps, longtemps, nous sommes restés couchés dans les sables sur l'eau, au loin des lanternes, et finalement, l'obscurité danse sans échapper lyrique, et l'aube, qui n'allait jamais venir, et plus rien que la nuit sans fin du grand vide où tourne le monde, et nous là-dedans, attendant un éclat de lumière qui vienne nous illuminer. Certes, me disais-je, marmonnant pour moi-même au café Trieste à San Francisco, le capitalisme n'est pas le pire ennemi de la démocratie quand on y pense, et même quand on n'y pense pas, car les buts des uns sont la destruction des autres et vice-versa. Oh mais, tournons-nous de nouveau vers l'échappée lyrique, donc l'orgasme n'est pas nécessaire à l'extase puisqu'il existe d'innombrables autres extases pour nous envoler plus haut qu'un parachute. Je me souviens par exemple de Paris en 1948 et de la neige qui tombait alors que je déambulais le long des Tuileries avec mon sac de marin sur l'épaule. Je ressemblais un peu à Conrad, portant l'albatros de Coleridge. L'albatros, c'était mon passé. Je voulais le noyer dans cette première fois à Paris, ce retour à ma deuxième patrie d'enfance. J'avais envie d'embrasser le sol en atterrissant en Normandie en juin 1944. Et ensuite, ça m'a pris des années avant d'arriver à Paris. Le soleil brillait sur les marronniers et la neige tombait silencieuse,
sur les statues en transe et les jardins protocolaires, et ma vie d'étudiant à la Sorbonne s'étendait devant moi. Et quelle est l'intrigue de ce roman, sinon la recherche du temps pas vraiment perdu, car le passé n'est qu'un conseiller prudent de ce qui est encore à venir, ce qui doit encore transpirer ou expirer. Donc adieu albatros final, et le temps presse. Nous ne sommes que des insectes sur une fourmilière vue de l'espace, figures nébuleuses qui dansent dans la nuit tropicale, et les labyrinthes nocturnes en chantant l'échappée lyrique. Oui, encore elle. Et pourquoi pas? Fantastique. C'est beau, hein? Love Ouais, it. Bravo, Marianne Ferlinghetti. Ici. Lawrence Costa et Marianne Ferlinghetti. Where did I steal that? J'ai pensé à la page 19 et 20. C'est la page que j'ai appelée comme un pugnal, comme une Damoclès. Si vous me permettez, c'est quand il voit sa mère. Et je vais lire en français avec la voix de Marianne. Le little boy devenu grand, des années plus tard, ne devait jamais oublier ces jours. Il avait 6 ans à peine. Où sa mère Clémence Albertine, 2 et ses frères, Harry et Clément, vinrent lui rendre visite au manoir des Bisland. Une après-midi d'été, sans toutefois être introduit dans la maison. Ils durent patienter, debout sur la pelouse alors qu'on faisait apporter des fauteuils pour Prisley et Anna Bisland. Et le petit garçon se retrouva plus ou moins au milieu de tout ce monde. Et la question lui fut posée de savoir avec qui il voulait aller. S'il préférait rester chez les Bisland ou rentrer avec sa mère et ses frères. Et un grand silence plein d'indécision flotta quelque temps dans l'air estival. Little Boy n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire ou dire, car personne n'avait pris le temps d'en discuter avec lui. C'était la première fois qu'il voyait sa mère et ses frères, ces étrangères. Alors il finit par balbutier. Restez ici. Et l'affaire fut faite. Sa mère de naissance et ses frères s'en allèrent. Et il ne réalisait pas très bien ce qu'il venait de faire. Qu'en un instant, son destin avait été scellé. Il restait donc là, en quelque sorte, pour toujours. Il ne les reverrait plus jusqu'à l'âge d'adulte. Oh, comment un enfant aurait-il pu savoir? Comment aurait-il pu comprendre les différences des classes à Bronxville dans les années 920? Et pourquoi sa mère et ses frères n'avaient pas été invités à entrer, même si bien des années plus tard, il se souvenait d'avoir été très choqué par ces faits. Et la vie continua. Il n'avait pas d'enfant avec qui jouer dans les grands manoirs. La maison la plus proche était à 500 mètres et ses meilleurs amis étaient les jardiniers italiens bossus qui vivaient dans une cabane derrière les garages et sentaient l'ail, et la gouvernante irlandaise Delia Devine, qui avait l'esprit vif et la langue bien pendue, avec son accent irlandais à couper au couteau, et les jeunes chauffeurs hollandais qui conduisaient la grande Cadillac tout en remplissant les fonctions des majordomes avec ses grandes mains osseuses et maladroites qui faisaient trembler les plats, et Annie, la cuisinière suédoise, qui ne tolérait pas des frivolités dans son domaine. La maison et tous ses occupants ne disparurent jamais de sa mémoire.
L'Édouard Fatal avait écrit, ayant écrit, il a là des larmes. Merci, Mauro. Scusatemi il mio francese. Non, bravissimo. My French. But I think these two pages are worth the whole book. I mean, so many, il y a beaucoup des pages, les livres, l'édition, ce que tu, Marianne, a écrit, il y a beaucoup des choses about how to steal quotes and references. By the way, I was reading a book these days. It's called Steal Like an Artist. And it's all about, il s'agit précisément de rubare. La chose que Laurence a dit à Marianne, I don't remember where I steal this. Je ne me souviens pas où j'ai volé cela. Est-ce que Marianne, tu avais encore un extrait que tu aurais voulu lire? Non, ça va, il est déjà tard et je vais laisser Jérémy parler parce il est amoureux de Ferlinghetti. Il avait choisi plein d'extraits, c'est bien qu'il lise. J'en ai un dernier pour vous alors. Merci. Ah, la mousse à mémoire de forme se souvient à l'excès, et même des rêves, car nous retenons des lambeaux de nos rêves au moment de revenir à la conscience. Oui, des lambeaux de notre vie antérieure ou future, réelle ou imaginée. Et ma tête est pleine de mousse à mémoire de forme, et elle se souvient de tout. Par exemple, ce jour, en Avignon, où une belle dame descendit du train, les bras pleins de lavande, ces fleurs de lavande provençales qui s'épanouissent dans toute leur gloire à la fin de l'été. Il semblait qu'elle se dirigeait droit vers moi pour m'offrir sa lavande et s'offrir à moi. Et il s'avéra que c'était l'épouse d'un éditeur existentiel. Elle s'échappait le plus loin possible de l'existentialisme, mais de retour à Paris, elle adhéra de nouveau à l'existentialisme tout en restant collée à moi, c'est-à-dire qu'elle utilisa des arguments existentialistes pour désabuser mon romantisme juvénile. Et le temps passa. Et puis un jour, elle s'en alla avec son époux enseigner dans une colonie française. Et je ne la revis plus jamais, mais l'existentialisme resta avec moi, comme ce jour où j'aperçus Jean-Paul Sartre et Beauvoir à la brasserie Lippe de Saint-Germain. À l'époque, je vivais avec les 75 $ par mois du GI Bill et je n'aurais jamais eu les moyens ne serait-ce que de m'asseoir à la brasserie Lippe. Alors que faire? Je m'avance et je les salue. Le grand Sartre et la grande Beauvoir. Et j'engage la conversation en toute désinvolture sans avoir la moindre idée de ce dont ils parlent. Oui, bien sûr, bonsoir, monsieur Sartre, etc. Jusqu'à ce qu'il fasse signe au garçon et qu'on me fiche dehors. Me voilà de retour dans la rue, marchant vers mon cagibi à Montparnasse, où m'attend un pot-au-feu froid pour dîner, et j'imagine monsieur Sartre qui me regarde partir derrière ses verres épais, dont j'ai toujours soupçonné qu'ils l'empêchaient de voir quoi que ce soit du monde réel, et moi, éternel romantique en dépit de ma toute mousse à mémoire de forme, pleine d'échecs amoureux, mais d'assez de non-échecs pour que mon romantisme reste vivant. Pauvre de moi, la chasse au trésor de l'amour ne finit-elle jamais? Elle recommence sans cesse, mais quand tu le retrouves, n'est-il pas aussi délicieux qu'un chausson aux pommes fait des pommes du printemps, dont la sève s'élance dans ton sang? Merci. Merci, Jérémy. Quand je disais qu'il étrillait certaines personnes au passage, c'est un très bon, c'est un très bon exemple. Et vlan dans la gueule de Sartre. Donc là, on va partager pour l'instant le petit article du Monde sur le livre. Lawrence nous aura permis d'avoir notre premier article dans le Monde des livres. Donc, merci à Lawrence et à Florence Noiville qui en a fait écho. On sait que dans la presse, c'est pas simple. Un dernier mot de chacun de vous sur Little Boy et Lawrence. Ben, il faut le lire, il faut l'acheter aux gens qu'on aime pour Noël. C'est un super livre et il y a quelque chose de très inspirant aussi dans sa liberté. Même après Noël, hein, parce que nous commencerons, comme Marianne était en vacances, non, elle n'était pas en vacances, elle était en vadrouille pendant 2-3 mois. Nous allons en 2024 commencer des lectures publiques. On va essayer d'organiser ça entre Paris, Bruxelles et autres villes. Et San Francisco. Et San Francisco, on viendra tous à San Francisco. Je vous attends.
Jérémy, Pour lire en français et autres. Et Marco Parente est tout chaud pour nous accompagner pour ça. Marco Parente qui a accompagné longtemps, Marianne connaît bien Marco Parente qui a accompagné musicalement très longtemps Lawrence. Et c'est d'ailleurs Marco, pour ceux qui ne savent pas, qui une fois s'est présenté sur scène en tant que ce qui joue tous les instruments, hein, guitare, piano et tout, et batterie, parce qu'au départ il est batteur. Et en fait, une fois, il s'est présenté avec un blindfold sur les yeux. Et c'est là que Lawrence a eu l'idée du poème Blind Poet. Donc, il a écrit le texte Blind Poet après avoir vu Marco sur scène avec ce bandeau. Ça, on sait où est-ce qu'il l'a volé. Ça fait déjà. Ah, mais ça, il avait fait tout de suite. C'est un livre idéal pour Noël, parce que Voilà. c'est un libro dickensiano also. So, il faut les lire à Noël. La vraie chose pour ces livres, c'est que c'est un vrai acte de résistance, l'art de création comme un acte de résistance, et commence avec un animal qui bâtit une petite gîte pour se réparer du chaos de la vie. Et les livres nous donnent cette petite terrière, gîte, qui est suspendue du temps, du passé, la mémoire et l'avenir, et nous protège. Con tenerezza. On l'a entendu, ce n'est pas un livre difficile, contrairement à ce que certains pourraient croire au début. Hein, en l'ouvrant comme ça, c'est un livre qui court, qui coule tout le temps. Qui demande, qui est exigeant. C'est un livre exigeant, mais ce n'est pas un livre difficile. On l'a entendu dans vos extraits. Et toi, Jérémy, un dernier mot sur Little Boy? Ben, je pense que pour les personnes qui sont aussi intéressées par les ateliers d'écriture, c'est un livre très intéressant parce que ça apprend à passer vraiment d'une idée à l'autre et à inventer une biographie imaginaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès la première phrase, il introduit le nom de son double, donc Little Boy. Et qu'est-ce que ça fait si on s'invente une nouvelle identité, si on n'utilise pas notre prénom et notre nom, mais qu'on invente quelque chose d'autre? Et comment rendre ce texte personnel tout en partant d'une identité imaginée. Et c'est très intéressant, en fait. Ça, je crois que ça libère. Moi, je l'ai déjà utilisé en atelier d'écriture et les résultats sont vraiment beaux. Les participants et les participantes se lâchent et voyagent comme ça dans leur propre biographie, mais se permettent de le romancer. Et à la fin, on s'en fiche de savoir si c'est arrivé ou pas. Ce qui compte, c'est les mots, c'est l'histoire, le texte, et c'est beaucoup de beauté. Donc, si vous êtes intéressé par les ateliers d'écriture, Little Boy, c'est un beau cadeau à vous faire également. Donc là, vous pourrez aller à la librairie Maelstrom, le demander un peu partout, parce qu'on peut le trouver un peu partout. Pour les Françaises et les Français, vous pouvez le commander dans toutes les librairies. Certaines l'ont déjà sur place, d'autres, il faut les encourager à le prendre et le prendre. Sinon, chez notre distributeur chéri, qui est la librairie Wallonie-Bruxelles, qui se trouve à rue Quincampoix, juste en face de Beaubourg. Donc ça, c'est le plus facile pour les Parisiennes et Parisiens. Sinon, il peut être commandé sur Internet aussi, être pris dans la petite City Light de Bruxelles, qui est la boutique Maelstrom. Et je vais lancer la dernière vidéo, qui est en fait Lawrence, qui lit un des poèmes que moi en fait, avec lequel j'ai découvert Lawrence. C'est Allen Ginsberg Dying. C'est Antonio Berti, on avait réalisé un très bel A3 avec un dessin de Lawrence en Italie. Et voilà, on va écouter et voir Lawrence. Allen Ginsberg dying. It's in all the papers. It's on the evening news. The great poet is dying, but his voice won't die. His voice is on the land. In lower Manhattan, in his own bed,
He is dying. There is nothing to do about it. He is dying the death that everyone dies. He is dying the death of the poet. He has a telephone in his hand, and he calls everyone from his bed in Lower Manhattan. All around the world, late at night, the telephone is ringing. This is Allen, the voice says. Allen Ginsberg calling. How many times have they heard it over the long, great years? He doesn't have to say Ginsberg. All around the world, in the world of poets, there is only one Allen. I wanted to tell you, he says. He tells them what's happening, what's coming down on him. Death, the dark lover, going down on him. His voice goes by satellite over the land, over the Sea of Japan, where he once stood naked, trident in hand, like a young Neptune, a young man with black beard standing on a stone beach. It is high tide, and the seabirds cry. The waves break over him now, and the seabirds cry on the San Francisco waterfront. There is a high wind. There are great white caps lashing the Embarcadero. Allen is on the telephone. His voice is on the waves. I am reading Greek poetry. The sea is in it. Horses weep in it. The horses of Achilles weep in it. Here by the sea in San Francisco, where the waves weep, they make a sibilant sound, a sibylline sound. Allen, they whisper, Allen. Voilà. Ce poème qui se trouve dans Blind Poets. Are you familiar with the Arcanes written by Jack Hirschman? You know that Jack wrote the Ultimate Arcane. Il a écrit l'Ultimate Arcane Arcane, right? for Ferlinghetti. Okay. Yeah, it's maybe it's online. It's a very short thing. It's a beautiful thing that happened the day we decided. March, April, May, June. 4 months later, Lawrence died. It was June 22nd. He died February 22nd in the afternoon, evening. Donc 4 mois avant, Jack Hirschman, dont nous avons publié de Vietnam Arcane. Donc l'Arcane du Vietnam, c'était voilà, un très beau souvenir aussi. Jack qui nous a aussi quittés. Et Jack Hirschman était venu, oui, en 2016 au festival à Bruxelles. On avait publié de Vietnam Arcane. Et donc Mauro nous disait qu'il avait publié de Ultimate Arcane, donc la dernière arcane, qui était dédiée à Lawrence. Et 4 mois plus tard, Lawrence nous quittait. Il y avait 4 mois que Lawrence était mort. Jeune Vendée. On s'est retrouvés, le plus de 10 ou 12 personnes, pour mémorialiser la mort de Lawrence à Bolines, près du fleuve. En chantant, en parlant de Lawrence, en faisant des imitations. Louis Tchaikovsky, one of the greatest poets, l'un des plus grands poètes selon moi, ici, il fait des incroyables imitations de Lawrence. Et on a ri comme des fous. Et Jack Hirschman performed. Il a lu The Ultimate Arcane, like Ferlinghetti a écrit et lu la Sort of Arcane for Ginsberg. La chose, c'est que c'était 4 mois que Lawrence était mort. Et après 2 mois de ces registrations, les jours qu'on a mémorialisé Lawrence, out of the blue, Jack Hirschman died.
Et si les dernières arcanes, je t'ai envoyé un link, ce n'est trop long, c'est une minute, où il lit ces vers pour Lawrence, ce sont des vers pour la poésie. Qu'est-ce qui c'est de la poésie après la mort? Et c'est quelque chose de magnifique que Jack Hirschman a écrit. Il me manque immensement. Comme Lawrence, mais Jack Hirschman était quelque chose le plus italien des poètes en Europe. Il connaissait plus de la littérature italienne des Italiens. Il m'a fait découvrir Scotellaro et beaucoup d'autres poètes. Oui, il était très ancré en Italie et dans le sud de l'Italie, à Salerno, entre autres, Oui. avec la Maison de la Poésie à Salerno. Bien. OK. Merci beaucoup. Grazie. À vous quatre, j'allais dire. Grazie mille. Et grazie Lorenz de nous réunir toujours. Et voilà, il s'agit du présent et du futur, du passé. Et se souvenir du passé n'a de sens que si on va vers le futur en vivant notre présent pleinement. Et on a évoqué aussi Antonio Bertoli, donc qui a énormément fait pour tous les auteurs de City Lights et pour Lawrence en Italie aussi. Et voilà, il y avait un vrai attachement filial entre deux. Et je me souviens que Lawrence avait fait d'ailleurs une petite vidéo en hommage à la mort d'Antonio Bertoli, que nous avions diffusée à Florence, au Théâtre Puccini, en direct. D'autres n'avaient pas eu cette élégance de rendre hommage à Antonio Bertoli. Mais nous n'allons pas parler de ça, comme disait Mauro. Et donc, nous allons terminer la session live, dont nous sommes à 1h41, qui est presque la durée d'un match de soccer, de foot, avec encore 4 minutes, et on avait même la pause dedans. Et nous avons passé de bons moments. Je pense que les personnes aussi qui étaient avec nous nous le signalent. Il y a eu toujours une bonne fluctuation de personnes présentes. Et cette vidéo va rester sur Facebook, mais je vais me charger de la télécharger pour la mettre sur notre chaîne YouTube, pour ceux qui n'ont pas Facebook, dans l'heure qui vient. Je vous la mettrai sur YouTube, soyez-en rassurés. Merci. Merci à vous trois. Donc, on va terminer le live. On salue tout le monde qui nous regarde et nous a regardés. Merci à vous tous. Et on va rester 1 minute pour se dire au revoir entre nous. Ciao, Voilà. Jérémy. Ciao, Merci à tous. Ciao, Marianne. Ciao.